monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, les dernières annonces d'Emmanuel Macron en direction des étudiants. Entre démagogie et aveu de faiblesse, le président peine décidément à prendre de la hauteur. Également au programme, la plateforme d'orientation Parcoursup a rouvert ses portes mercredi, un nouveau casse-tête pour des milliers de lycéens qui voient leur avenir s'inscrire en pointillé. Et puis nous reviendrons sur les dernières décisions pour limiter la propagation des variants du Covid-19 et notamment le contrôle des frontières nationales, idéal pour justifier un nouveau confinement. Coup de com' en direction du monde étudiant en campagne électorale permanente. Le président de la République a présenté un petit plan d'aide pour les étudiants, des propositions controversées que nous commente le porte-parole du syndicat étudiant Cocarde. Un président de la République doit-il s'occuper du prix du déjeuner des étudiants ? C'est une question que peuvent légitimement se poser et à laquelle tenteront peut-être de répondre les étudiants en droit depuis leur ordinateur à la maison. Emmanuel Macron, qui connaît les codes de l'arme atomique, lui, a tranché et il a gratifié les caméras d'un joli coup de com', s'exprimant jeudi dans l'Essonne sur les problèmes des étudiants face à la crise sanitaire. À sa droite, un étudiant à la couleur de cheveux indescriptible. À sa gauche, une gauchiste en Doc Martens, lacets rouges, l'air pas très épanoui. Et le président Top Chef a annoncé des repas à 1 € par jour. Le premier point sur lequel j'aurais envie qu'on avance et qu'on va mettre en place pour le deuxième semestre, il est sur les repas. C'est de permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux 2 repas par jour par les Restos U à 1 €. Et donc ça veut dire qu'on ouvrirait aux non-boursiers, c'est-à-dire tous les cas que vous évoquiez, les étudiants et étudiantes qui ne sont pas dans la catégorie boursier, n'ont pas droit au repas au Resto U à 1 €. Les étudiants internationaux, qui sont aussi quand même très isolés dans ce problème-là. Et donc on ouvrirait à tous les étudiants non boursiers et internationaux qui en font la demande, l'accès aux 2 repas qu'on peut aller prendre au Resto U à 1 €. Pour rappel, en 2017, quand Emmanuel Macron était élu, certains voyaient en lui un faiseur de start-up qui dirigerait la jeunesse de France vers des modèles d'entrepreneuriat qui flairaient bon la Silicon Valley. Aujourd'hui, il instaure un couvre-feu et distribue des tickets de rationnement au petit peuple appauvri par sa gestion de la crise sanitaire et 4 années de présidence en marche. Le président donne la béquille au petit peuple précarisé, mais pas seulement. Pour faire face au mal-être étudiant, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un chèque psy pour permettre aux étudiants en situation de mal-être à cause de la crise sanitaire de consulter un psychologue et de recevoir des soins. Romain Gestin, porte-parole du syndicat La Cocarde étudiante, se dit satisfait de la mesure déjeuner, mais se montre hostile au fameux chèque psy. Notre avis est mitigé. Évidemment, les 2 repas, c'est une bonne mesure. Ça répond à une problématique financière, touche de nombreux étudiants. Là, d'ailleurs, l'intérêt de la mesure, c'est qu'elle est ouverte également aux non-boursiers. Donc, c'est une bonne mesure. Par contre, sur le chèque soutien psychologique, ce n'est pas une mesure que nous approuvons dans le sens où le problème est traité à l'envers. Finalement, on préfère traiter les conséquences engendrées par la fermeture des universités et des lieux de vie plutôt que tout simplement vouloir rouvrir les facultés. On imagine mal à la fin de l'année si la situation continue à avoir un psy par étudiant et on va en arriver là. S'attaquer aux conséquences d'un problème plutôt qu'à ses causes. En cela, le président En Marche n'aura pas changé de méthode par rapport à ses prédécesseurs, toutes couleurs politiques confondues. Le syndicat Cocarde étudiante propose lui une réouverture des universités, même de manière alternative, une solution qui a déjà fait ses preuves par le passé. On demande la réouverture des universités. On a bien conscience que parfois ça peut être compliqué de respecter les gestes barrières. Donc on peut imaginer un système d'alternance, 1 semaine sur 2. Ça s'est déjà fait dans la plupart des facultés en septembre-octobre, avec un système de caméras pour ceux qui restent chez eux et qui ne peuvent pas être en cours la semaine. Mais au-delà de ça, on a tout simplement envie que la vie reprenne. On a envie de pouvoir sortir, de rencontrer des gens, de parler ailleurs que par écran interposé. Parce qu'on sait très bien qu'en fait, le chiffre des décès pour notre tranche d'âge, on peut même aller jusqu'à 15-44 ans. Je crois que c'est une 60aine de décès sur cette tranche d'âge de jeunes qui ne présentaient pas de comorbidité. On ne comprend pas que des centaines de milliers d'étudiants soient dans un quasi-confinement. Les mesures sont disproportionnées à notre sens. Un confinement imposé aux étudiants dont une partie décroche quand certains tournent en rond et finissent par déprimer, faute d'activité et de rythme sain, d'où le chèque psy, un cercle vicieux qui trouve son origine dans les décisions prises par le pouvoir en place et qui devrait accompagner le déclin universitaire déjà bien entamé. Un déclin qui tire ses racines dans le secondaire qui voit lui une partie des épreuves du baccalauréat supprimées, entr'ouvrant ainsi la porte à la suppression des examens comme cela était envisagé par quelques idéologues de gauche depuis plusieurs années. La crise sanitaire aura ainsi été un fabuleux accélérateur de tendance jusque dans les systèmes scolaires et d'enseignement.
Des étudiants dans la tourmente et des lycéens face à leur choix d'orientation. Depuis mercredi, ils sont invités à formuler leurs vœux de formation supérieure sur la plateforme Parcoursup. Un casse-tête de plus pour les futurs bacheliers alors que les prochains mois de leur scolarité sont incertains. L'inconnu Parcoursup, ultime chantier d'une année scolaire chaotique. La plateforme d'orientation post-bac a officiellement rouvert ses portes mercredi avec son lot d'inquiétudes. Lancé en grande pompe en 2018, le portail d'admission a depuis connu quelques expériences mouvementées. Entre les nombreux dysfonctionnements qui ont laissé des milliers de bacheliers sur la touche les années précédentes et l'obligation de s'adapter à l'épidémie de Covid-19, la session 2021 s'annonce particulière. Dans les faits, le calendrier officiel prévoit que la première période dure jusqu'au 11 mars avec la possibilité de formuler 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. La période de réponse et d'affectation aura quant à elle lieu du 27 mai au 16 juillet. Enfin, en cas d'absence d'affectation, une phase complémentaire sera mise en place à partir du 16 septembre. Un sacré chantier, d'autant que cette année, crise du Covid-19 oblige, le parcours d'orientation se transforme en parcours du combattant, car les traditionnels salons regroupant toutes les formations ou encore les portes ouvertes des écoles ne peuvent plus se tenir physiquement. Mais surtout, comment envisager un avenir après le bac sans savoir dans quelles conditions se tiendra l'examen de fin de lycée. En effet, depuis un an maintenant et le début de la crise sanitaire en France, les cours des futurs bacheliers sont profondément bouleversés alors même que la nouvelle mouture du bac, mêlant épreuve écrite et contrôle continu, devait pleinement entrer en vigueur cette année. Une nouvelle formule où les évaluations communes prévues en première et terminale sont annulées au profit du contrôle continu grâce à la prise en compte des notes du bulletin scolaire. Cette mesure concerne l'histoire-géographie, les langues vivantes et la spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale, ainsi que les mathématiques pour la voie technologique et l'enseignement scientifique pour la voie générale. C'est à n'y rien comprendre et le gouvernement a encore un peu plus corsé l'équation en publiant une ordonnance au journal officiel le 24 décembre dernier, permettant d'adapter les modalités du baccalauréat 2021 et d'autres examens en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Avec toutes ces inconnues, le protocole Parcoursup devrait faire encore des ravages, où une fois de plus, le niveau scolaire ne devrait pas primer. Le contrôle aux frontières, dernière étape avant le confinement jeudi. Emmanuel Macron a confirmé que la France allait renforcer ses contrôles à l'intérieur de l'Union européenne pour faire face aux variants britanniques du Covid-19. Une décision bien tardive maintenant qu'il est implanté en France. Thibaut Bastide. Un contrôle aux frontières avant un nouveau confinement, c'est la question qui se pose après la décision du gouvernement d'imposer de nouvelles restrictions dans le but de freiner la propagation des fameux variants du Covid-19. Jeudi, Emmanuel Macron a confirmé lors du Conseil européen, organisé entre tous les dirigeants des pays de l'UE, que la France allait renforcer ses contrôles à l'intérieur de l'Union européenne. Dans les faits, cette décision devrait être appliquée à partir de dimanche minuit. Tous les voyageurs européens devront obligatoirement présenter un test PCR négatif s'ils souhaitent se rendre en France. Un test qui devra être réalisé 72 heures avant le départ. Ces restrictions viennent s'ajouter à celles déjà annoncées par le Premier ministre Jean Castex le 14 janvier dernier pour les voyageurs venant d'un pays hors UE. Si le gouvernement décide enfin de revoir un tant soit peu le contrôle de ses frontières nationales, cette nouvelle mesure ne concernera en revanche pas les travailleurs frontaliers et le transport terrestre. Autant dire que les trous d'air seront nombreux, réduisant fortement l'efficacité d'une telle mesure qui aurait dû intervenir beaucoup plus tôt avant que le fameux variant britannique ne soit bien installé en France. Par ailleurs, le dispositif laisse à désirer tant les possibilités de fraude sont nombreuses. En effet, si dans les faits, un test PCR doit servir de preuve de non-contagion, les falsifications sont légion. Quelques notions de Photoshop et le tour est joué. De même, le fait qu'un test revienne négatif ne garantit pas que le détenteur ne soit pas contagieux s'il a contracté la maladie après le test ou que celui-ci a été réalisé pendant la période d'incubation. Dépassé à tout point de vue, le gouvernement et l'UE s'agitent encore dans le vide pour tenter de prouver qu'ils restent maîtres de la situation. Cependant, cette nouvelle manipulation n'a qu'un seul but, montrer que tout a été fait, même un contrôle des frontières au sein de l'espace Schengen pour lutter contre l'épidémie, afin de présenter le troisième confinement comme inéluctable. Jeudi soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a d'ailleurs évoqué. Si la situation empirait, notamment avec un développement du variant anglais du virus, le gouvernement pourrait être amené à prendre des mesures plus dures. L'hypothèse fait doucement son chemin et le couperet pourrait rapidement tomber, alors même que les chiffres de l'épidémie sont très loin de montrer une situation hors de contrôle dans les hôpitaux. Une nouvelle démonstration que la privation des libertés voulue par le régime Macron n'a plus besoin de justification, sinon sa propre sauvegarde.
On reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Mediapart passerait Samuel Paty compatible. Le 6 janvier dernier, une enseignante a porté plainte contre le site d'information en ligne d'extrême gauche pour mise en danger de la vie d'autrui. La raison, Mediapart aurait publié le nom de celle-ci et qualifié ses propos d'islamophobes. Le 27 octobre dernier, soit quelques jours après la décapitation de Samuel Paty, le professeur de droit de l'université d'Aix-Marseille a été la cible d'un torrent d'insultes et menaces de mort sur les réseaux sociaux après s'être exprimé sur la question de la transmission de la religion par les parents. Près de 3 semaines après sa disparition, l'étudiante Diarisso redonne signe de vie. Portée disparue depuis le 4 janvier, l'étudiante sénégalaise Diarisso va bien selon son parrain, le ministre sénégalais Serigne Mbaye Thiam, qui a révélé une lettre. L'absence de la jeune femme, étudiante en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, a suscité une vaste inquiétude à Paris, mais également au Sénégal. Après avoir badgé dans sa résidence étudiante du 13e arrondissement, elle n'était pas retournée en cours et la thèse de la fugue était privilégiée. Mais selon les mots de la lettre, son départ serait volontaire pour faire une pause nécessaire. Les Jeux Olympiques de Tokyo vont-ils être annulés? Initialement prévus l'été dernier en 2020 et repoussés l'été prochain, ils pourraient finalement être purement et simplement annulés selon le Times, qui affirme que l'exécutif japonais aurait secrètement décidé de se débarrasser de ce désormais encombrant événement sportif. Tokyo attendrait de négocier avec le Comité international olympique, le CIO, pour officialiser la nouvelle en espérant pouvoir annoncer un report pour 2032 avec les possibles JO de Paris en 2024 et Los Angeles en 2028. Quelques heures après cette révélation, le président du CIO, l'allemand Thomas Bach, a de son côté affirmé que les Jeux auraient bien lieu et qu'il n'y avait de toute façon pas de plan B. Le confinement, calvaire des petites boules de poils. La Société protectrice des animaux dénonce une hausse de 16% de l'abandon des nouveaux animaux de compagnie lors du confinement de mars 2020. Les lapins, les cochons d'Inde, mais aussi les furets, les chinchillas sont des petits animaux que des Français ont pris chez eux pour se sentir moins seuls, mais qu'ils ont abandonnés à l'arrivée du déconfinement et l'été. Résultat, la SPA a dû redoubler d'efforts pour s'occuper de ces bêtes. Si le problème n'est pas anodin, la proposition du patron de la SPA d'interdire l'utilisation de l'animal comme une marchandise, sa vente dans les animaleries et sur Internet semble irréaliste. Un peu de bon sens et de responsabilisation, en revanche, ne ferait pas de mal. Un skieur tombe nez à bec avec un grand tétra. La scène s'est déroulée au milieu des sapins enneigés du Haut-Jura. Ce grand tétra était tranquillement sur le bord de la piste, mais quand le fondeur a trébuché, le coq est passé à l'attaque. Selon le groupe Tétra Jura, l'oiseau, appelé aussi coq de bruyère, fait partie de la famille des coqs fous. Plus gros oiseau forestier de France, il pèse de 2,5 kg à 5 kg pour 86 à 110 cm de longueur. Un sauropode géant en Argentine. Après la découverte des premiers os en 2012, les fossiles vieux de 98 millions d'années continuent d'être mis au jour. Mais la taille des os laisse penser qu'il pourrait s'agir du plus grand dinosaure jamais identifié. Selon une étude publiée mercredi, les fouilles ont aussi permis d'attester que les os de ce titanosaure étaient 10 à 20% plus grands que ceux du titan de Patagonie, qui reste le plus grand dinosaure jamais connu à ce jour. Le professeur Lejeune reconnu comme vénérable par Rome, le Vatican a annoncé jeudi reconnaître les vertus héroïques de plusieurs catholiques religieux et laïcs des 20e et 19e siècles. Parmi eux, le professeur Jérôme Lejeune qui avait découvert la trisomie 21. En outre, il a été un farouche opposant à l'avortement, ce qui lui a valu d'être boudé par une certaine presse et des cercles du pouvoir. On approche de la fin de cette édition. Dans un instant, pour notre Zoom du jour, Olivier Piacentini présente son dernier ouvrage, Le Mirage mondialiste, comment l'oligarchie manipule l'opinion. Le mondialisme a reconfiguré l'économie mondiale. Il a, alors je schématise, bien entendu, la fonction production est attribuée aux pays asiatiques. Et nous avons la fonction consommation. Mais ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à quand nos États pourront encore s'endetter? Un beau jour, ça va s'arrêter, comme ça s'arrête toujours, puisque on ne peut pas s'endetter indéfiniment. Et à ce moment-là, eh bien, on nous réclamera de rembourser. La Chine, de son côté, se sera suffisamment enrichie pour avoir son propre marché intérieur et pouvoir, je dirais, diffuser et vendre ses produits dans son propre cadre. Ils n'auront plus besoin de nous comme consommateurs. Et là, nous nous écroulerons. Alors, est-ce que ça arrivera cette année? Est-ce que ça sera un petit peu décalé? Je ne sais pas. Mais l'avenir, c'est bien celui-là. C'est-à-dire que notre fonction consommation, c'est les dernières marches de l'escalier qui nous conduisent au fond de l'abîme, en fait.
Demain, retrouvez le samedi politique. Élise Blaise reçoit le journaliste spécialiste des États-Unis Gérald Olivier pour évoquer l'avenir de Donald Trump et les premiers pas de Joe Biden à la Maison-Blanche. Donald Trump avait prévu de drain the swamp. Il voulait assécher le marais, mot à mot, c'est ce que ça signifie. Il a essayé et on observe aujourd'hui que le marais a très bien résisté. Les gens qui accompagnent Joe Biden aujourd'hui, et on pourrait dire que Joe Biden, d'une certaine façon, c'est la créature de ce marais. Parce que lui, il y habite depuis 1972. Il a été élu pour la première fois. Il avait une trentaine d'années à l'époque, sénateur en 72. Il n'a jamais quitté Washington. Et donc, on a le retour de tous les gens qui étaient là sous Obama, certains déjà sous Bill Clinton. Donc oui, la bureaucratie a très bien résisté. Et on remarque cette alliance objective entre les grands médias, la bureaucratie et les grands intérêts financiers de New York, qui aujourd'hui sont l'ossature du Parti démocrate. Dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à la bioéthique et au laïcisme. Tout de suite, mes libertés politiques avec François Billaud-de-Laeucquenert. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Ce n'est pas faute de vous avoir prévenu, l'élection de Joe Biden à la tête des États-Unis d'Amérique va s'accompagner d'une explosion de délires progressistes en tout genre et de toutes les couleurs. Nous allons en être inondés jusqu'au fin fond de nos belles provinces de France. Biden est à peine confirmé dans ses fonctions que ça commence déjà à y aller fort. Et je peux même dire que ça commence à y aller fort, fort, fort. À nous, l'indigénisme, le féminisme, le LGBTisme et tout ce que vous pouvez imaginer comme élucubration en isme. C'est ainsi qu'un député démocrate, noir, sinon ça n'aurait pas le même sel, a tenu à inaugurer la première session parlementaire de l'année au Congrès, à Washington, par une prière, disons, un peu spéciale. Le brave homme, un certain Emmanuel Cleaver, tiens, Emmanuel, c'est peut-être le prénom qui veut ça. Bref, fermons la parenthèse, a choisi de se mettre dans les pas de son illustre président, Joe, et de sa non moins fantasmatique vice-présidente, Kamala, avec un vocabulaire et des tournures, un vrai délice. Un bijou de soupe politiquement correcte socio-démocrate à la sauce barbecue. J'irai directement à la fin de son discours, car le plus beau de son discours, c'était la fin. On garde toujours le meilleur pour la fin. Il a fini son discours prière, par un brillant envol inclusif en clamant à la face du monde « Amen » et « Awomen ». Je vous vois derrière votre écran, vous ouvrez des yeux ronds de merlan-frit. Voyons, vous ne comprenez pas la subtilité de la déclaration ? Amen. Dans Amen, il y a men. Et le mot men, il fait référence aux hommes, aux détenteurs du chromosome Y, ces infâmes bipèdes, ces bourreaux, ces violeurs universels en puissance et en acte. Alors, pour faire bonne mesure, il fallait rajouter à côté d'un Amen, un A woman. Dans A woman, il y a woman. Woman comme les femmes, les éternels sacrifiés, les opprimés comme les Noirs, les Ouïghours et les Indiens Tupi-Guarani. Que c'est beau cette audace. Amen et A woman. Depuis, tous les soirs, quand je fais ma prière au petit Jésus, je termine par ces deux mots et par une invocation à la sainte inclusivité. Bon, disons les choses comme elles sont. Je connais mon hébreu, moi, et ne risque pas d'en perdre mon latin. Dans
Amen. Il n'y a pas plus de discrimination que de beurre en broche. Amen, ça veut dire à peu près en vérité, qu'il en soit ainsi. Mais bon, quand on représente la bonne parole progressiste, on ne va pas s'embarrasser pour si peu. En vérité, je vous le dis, avec l'arrivée de la clique démocrate aux commandes des États-Unis, nous n'avons pas fini d'entendre des stupidités stupidement stupides. Ainsi soit-il. Sur cette conclusion solennelle, je vous souhaite une très bonne soirée.